Olivier Faure, finito? Point d'interrogation. Marine Tondelier, finito? Point d'interrogation. On va parler de la primaire de la gauche aujourd'hui, les amis et les camarades. Cette fameuse primaire de la gauche, alors ça fait à peu près depuis le tout début de l'annonce de ce projet de faire de la primaire de la gauche et des écologistes, mes couilles là, qu'à peu près l'intégralité des streamers et observateurs de la vie politique, avec un cerveau, on va dire, sont d'accord pour dire que cette histoire mène nulle part. Hein. Voilà. Je pourrais dire, mais vous voyez, ça fait 6 mois que je vous dis que ça mène nulle part. J'ai raison, mon analyse est supérieure aux analyses des autres, mais en vérité, ça serait de mauvaise foi. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette primaire ne mène nulle part. Et là, force est de constater qu'effectivement, elle mène nulle part. C'est ce que le PS est en train de dire. Et c'est ce que tout le monde est en train de dire. Et là, on va se focaliser surtout sur Olivier Faure et le Parti Socialiste. Parce qu'Olivier Faure, lui, il était pour cette fameuse primaire. Et c'est le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est le chef du PS. Le truc, c'est qu'il y a une bonne partie du PS qui était en mode mais elle est pourrie ton idée, Olivier, on s'en bat les couilles. Go, on fait une candidature centriste social-libérale de merde avec Glucksmann ou un autre, et puis on va bouffer les miettes des Macronos. Olivier Faure est en mode non, il faut l'union. Et non, c'est pas ça. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est pas lui qui décide, il est mis en minorité, officiellement, depuis 2-3 jours, au sein de son propre parti. Il est un peu dans la panade, quoi. Donc Olivier Faure est dans la panade, et tous ceux qui sont sur la ligne, une union la plus large possible, l'union pour l'union, peu importe le programme, peu importe le contenu, sont dans la mouise aussi, quoi. Voilà, donc c'est un peu en train d'évoluer. Petit à petit, les choses sont en train de se dégonter doucement, à peu près comme prévu, et on va bel et bien vers une configuration, une candidature LFI, gauche de rupture, une candidature PS, hollando-glucksmannienne, centriste dégueulasse. C'est ce que tout le monde dit depuis à peu près un bon bout de temps sur Internet, en tout cas. Vous voyez? Et effectivement, on arrive enfin au moment où les Olivier Faure, les Marine Tondelier, ils se retrouvent à être fragilisés. Leur position n'a plus trop de sens. On voit bien que ça mène nulle part, on voit bien que ça marchera pas. Et donc là, ça s'est officialisé en interne au PS. La ligne Olivier Faure qui voudrait faire une primaire de la gauche est à présent minoritaire au sein du PS, apparemment de ce que j'ai cru comprendre. Et voilà, et on avait déjà parlé de Marine Tondelier, pareil, qui est un peu mise en difficulté parce qu'il y a pas mal d'écolos qui voudraient plutôt s'allier avec LFI, qui n'aiment pas trop le PS. Au moment des municipales, ça s'est vu. Il y a eu la petite purge là, souvenez-vous. Il y a eu des trucs un peu bizarres. Il y a eu les écolos de Lille qui voulaient s'allier avec LFI, fusionner leur liste avec LFI pour tenter de prendre la mairie au PS. Et au final, non, la tête de liste et peut-être au niveau national, on sait pas trop. Ils ont décidé de fusionner avec le PS. Et du coup, il y a eu toute une partie des électeurs écologistes et des militants écologistes de Lille et du Nord-Pas-de-Calais qui se sont désolidarisés de la liste et qui ont préféré voter LFI. Il y a plein de petits événements comme ça qui fragilisent totalement la position de Marine Tondelier. Et là, Faure, il est dans la même panade. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de clarté dans leur ligne. Il y a un problème de clarté chez ces gens-là. Voilà pourquoi. Donc je vous propose de lire l'article. On a aussi peut-être un petit extrait là de nouvel élément de langage d'Olivier Faure, comme genre non, j'ai pas de problème avec LFI, j'ai seulement un problème avec Jean-Luc Mélenchon. Il veut faire quoi? Désolidariser la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? Bon courage, mon ref, bon courage. J'ai aussi cet article de BFM. Sur Marine Tondelier plutôt, parce qu'il parle pas du tout de Tondelier des écolos dans cet article de Libération. On pourra éventuellement peut-être le compléter avec cet article de BFM, figurez-vous, sur Tondelier qui est assez court, hein, c'est plus ou moins une dépêche AFP. À voir. Voilà. Il n'y a pas de cap clair par rapport à LFI. Bah non. Et on pourrait même dire que Glucksmann et Hollande, ils ont un cap à peu près clair. Hein. Le cap pue la merde, mais il est plein de clarté. Après, leur cap, c'est nique LFI, nous on veut être des centristes de merde, plutôt Macron que Jean-Luc Mélenchon. C'est ça leur cap, alors qu'ils sont censés être de gauche. Donc à partir de là, certes, il est à peu près clair, mais il pue la merde, quoi. À côté de ça, LFI a un cap clair, mais il est nettement plus convaincant. Voilà. Et comme prévu, tous les espèces d'unionistes, vu qu'il n'y a pas de contenu derrière cette idée d'union, c'est l'union pour l'union, ils se retrouvent un peu broyés par les deux pôles qui se battent pour l'hégémonie de la gauche, entre guillemets, comprendre le PS et LFI, quoi. Voilà. Donc ça rejoint cette fameuse théorie des noisettes, de la pas du team, etc., ou la théorie de la clébordisation que j'ai même théorisé le lendemain des législatives. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de faire 1 an de graphologie complexe pour remarquer l'évidence. Pardon. Non, je plaisante. Petite balle pour la pas du team qu'on salue, évidemment. J'ai aucun souci avec eux, je les aime beaucoup. Bref, tout ça pour dire qu'on va lire l'article. Le caca du PS est marron clair. Alors j'ai fait toute ma petite intro, j'ai pas trop lu le chat, et quand je lis le chat, je tombe sur Sophie Pic qui dit « Le caca du PS est marron clair ». Ok. Pas besoin de graphique exactement, lol. Un peu. Hein. Après, moi je trouve ça cool ce qu'ils ont fait avec leur graphique et tout, c'est stylé. Il y a un côté en mode. En plus, ils mémifient le truc, vous voyez, ça devient un peu un mème, tout le monde en parle. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où parfois il y a certains trucs, finalement, il n'y a pas besoin du graphique pour s'en rendre compte, quoi. Voilà.
Et le truc se sentait venir à 10 km. Mais je dis ça en vrai, moi je force à la patte du team. Je dis pas ça du tout pour me clasher avec eux. Je vous fais un bisou la patte du si jamais on vous envoie ce clip en mode regardez Ribot, il est en fitna contre vous. Pas du tout. Voilà. Parlez pas mal du graphique. Oh, on peut pas être un peu graphico-sceptique sur les bords. Moi je dis non au dogme. Je suis un homme libre, d'accord. Bref. Mais non, après leur analyse, effectivement, tient la route de fou à la patte du team. Elle tient la route de fou. Sur la position, justement, d'Olivier Faure et de Tondelier, de tous ces gens-là, qui vont se retrouver broyés entre les deux pôles LFI et PS, effectivement, ça se vérifie. Ça se vérifie. Mais bon, est-ce que c'était les seuls à le dire? Est-ce que c'est uniquement grâce à la force épistémologique de leur marxisme supérieur et de leur, du sein graphique? Je suis pas sûr. Il y a d'autres manières de s'en rendre compte, finalement. Voilà, bref. Mais force à eux, encore une fois. Juste que j'avais envie de balancer une petite crotte de nez, ça me fait marrer. Voilà. Mais la métaphore de la noisette est trop bien. Ça, pour le coup, de toute façon, ça se répand de plus en plus. Hein. De plus en plus de gens l'utilisent et a raison. La métaphore est vraiment carrée. Bref. Alors, c'est parti. Primaire unitaire à gauche, au Parti Socialiste, les assauts contre Olivier Faure s'intensifient. Les rivaux et opposants du premier secrétaire se saisissent des accords noués avec LFI dans l'entre-deux-tours des municipales pour avancer leur pion sur la désignation du candidat socialiste pour 2027. Donc on était souvent à se dire, regardez, tout le monde dit c'est la faute de LFI. Là. Le PS, ils ont un nouveau discours, et évidemment embrayé par tous les journalistes de plateau télé, qui consiste à dire eh ben voilà, s'unir avec LFI, ça marche pas, regardez. Alors qu'en vérité, c'est leur analyse, et pour le coup, bon, on peut avoir l'analyse exactement inverse. En vérité, cette analyse pue la merde. On a déjà parlé longuement au début de la semaine, etc. etc. Vous voyez? Mais là, on se dit, tout ça se retourne encore contre LFI. Au final, non, c'est Olivier Faure qui prend. Le narratif du voilà où mènent les alliances avec LFI. On va les jeter sous le bus une fois de plus. Ben, en gros, et du coup, le PS se retrouve à jeter Olivier Faure sous le bus au passage, alors que c'est le chef du parti à l'heure actuelle. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et voilà, les choses se décantent petit à petit. Et là, on a une étape supérieure de la décantation, du décantement. Comment on dit de ce processus. Voilà. Jean-Luc Mélenchon réserve toujours ses blagues les plus méchantes à son ancienne famille politique, quittée en 2008, donc le PS. Je crois que la guerre des roses fanées est commencée, a-t-il écrit sur X, Twitter, comme pour s'en réjouir mardi 24 mars, alors que dans la soirée, les cadres dirigeants du PS se sont écharpés pendant plus de 5 heures lors d'un bureau national qui tournait essentiellement autour de son mouvement, la France Insoumise. Donc ça, toujours pareil, hein, les fractures au sein du PS, c'est beaucoup sur le rapport à LFI, et Olivier Faure, en étant moins LFI que les autres au PS, a quand même réussi à garder le leadership au sein du PS, parce qu'il y a quand même au sein des électeurs, machin, et même des militants, hein, il y a quand même c'est un peu cette envie d'union qui existe. Moins chez LFI que sur les autres, mais sur les électeurs PS, une partie des électeurs de gauche, y compris sympathisants de LFI, il y a quand même une envie d'union. Pas à n'importe quel prix, pas n'importe quelle union, mais en tout cas, ça a marché suffisamment pour Olivier Faure pour qu'elle arrive à conserver sa place de chef au sein du PS. Mais là, bah, le reste de son parti est en mode bon, l'union c'est très bien, t'as réussi à te faire un peu relire là-dessus, en étant un peu plus unioniste que nous, certes, mais là, tout le monde comprend que ça mène nulle part ton histoire, et du coup, ils sont en train de quasiment liquider Olivier Faure en interne, quoi. C'est un peu ça qui se passe. Je trouve ça intéressant. Hein. Le PS qui se rend pas compte qu'ils font les points de com de toute la droite et est de droite pour la présidentielle, comme d'habitude. Bah ouais. Bah ouais. Le PS n'a pas encore choisi sa ligne, son discours pour les présidentielles. L'attaque est sa seule option pour l'instant. Tout à fait, mais là, c'est en train de changer un peu. Hein. C'est en train de changer. Et moi, je pense que dans quelques temps, voilà, les choses seront un peu plus claires, seront un peu plus clarifiées. Enfin, j'utilise le terme décanté, je trouve qu'il est pas trop mal, pour dire tout ça, là, tous les trucs de déstructuration, restructuration, quel cadre unitaire, avec qui, avec quoi. On est dans un processus où ça se décante petit à petit et ça aura fini de se décanter pour la présidentielle, logiquement. Peut-être même avant pour la pré-présidentielle, on va dire, d'ici la fin de l'année, quoi. Donc il y a la question des unionistes écolos et de la primaire, il y a la question du PS, qu'est-ce qu'il veut faire pour les présidentielles. LFI, bon, tout le monde sait qu'ils vont partir et puis voilà, ça ne fait pas de doute en réalité. Et puis la question du PCF, les choses évoluent un peu au sein du PCF. Hein. Il y a Stéphane Peu qui était invité à Saïra mercredi. Bah lui, il est sur une ligne d'union plutôt. Et c'est quand même le chef du groupe parlementaire PCF. Donc pareil, au niveau du PCF, c'est pas sûr que ça fasse comme en 2022. Les unionistes qui veulent unir toute la gauche, ils vont pas y arriver. C'est maintenant officiel. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ajouter un troisième candidat? Se joindre soit au PS ou soit à Mélenchon? C'est pas clair, mais les choses vont se décanter dans les mois qui vont suivre et on va regarder ça avec attention, évidemment. Tu crois à la prophétie interdite de la pas du team selon laquelle Hollande se représente? Ouais, moi je pense que c'est une vraie possibilité. Si Glucksmann est trop nul, et Glucksmann est trop nul, tout le monde le sait, et OPS ils le savent aussi, peut-être qu'ils enverront Hollande. C'est une possibilité. Voilà. Moi je pense qu'il y aura un candidat de cette gauche social-libérale de mort, là, qui vont essayer d'aller grailler les miettes de Macron. En gros, voilà, la Macronie va se scinder en deux, et la candidature PS, place publique, etc., va se jouer sur l'aile gauche des électeurs macronistes, on va dire. Pas de la Macronie, des électeurs macronistes. C'est ça le groupe électoral qu'ils vont essayer d'aller chercher. Ça, bon, ça fait pareil, ça fait plus d'1 an que tout le monde le dit, etc., etc.
Et donc là-dessus, il faut quelqu'un pour incarner cette ligne-là. Ça a l'air de partir plutôt sur Glucksmann. Vu que Glucksmann pue la merde, bah ils peuvent mettre Hollande à la place, hein, ça serait pas déconnant. Avec ce côté, bon, Hollande, c'était pas si mal. Les centristes, non. Vous voulez un centriste? Bah Hollande, c'était pas si mal. Il a une certaine dignité que les autres n'ont pas. Voilà, nous, ça nous paraît hallucinant que ça puisse être un plan pour eux. Mais les électeurs centristes, en vrai, ça les choquerait pas forcément, quoi. Donc à voir. Tout le monde parle de la désunion de la gauche, mais c'est celle du centre qui est criante. Allô? Bah ouais, de fou. Mais c'est parce que c'est des gens qui refusent d'admettre qu'ils sont dans le même espace politique. Que Glucksmann, c'est l'aile gauche de la Macronie en réalité. De la même manière que Édouard Philippe ou je sais pas quoi, ou Darmanin, ça serait l'aile droite de la Macronie. Et moi, je pense que ce qui peut mettre en péril éventuellement l'accession d'un Mélenchon au second tour de 2027, ça serait que justement quelqu'un arrive à agréger ce bloc central comme Macron a réussi à le faire, au lieu qu'il se scinde en deux, jambe gauche, jambe droite. Vous voyez? Si quelqu'un arrive à faire ça, ou si les électeurs un peu naturellement font ça dans une forme de vote utile centriste pour éviter le second tour des extrêmes qui se rejoignent, mais couilles là, c'est possible qu'on se retrouve avec un centriste face à Bardella au second tour. C'est pas impossible. Mais la condition à ça, ça serait que quelqu'un arrive à agréger tout ce bloc central. Mais bon, vu le nombre de candidats qui ont l'air de vouloir y aller et qui se considèrent eux-mêmes pas dans le même bloc, Glucksmann se considère pas dans le même bloc que Darmanin ou Édouard Philippe, quoi. Mais pourtant, il faudrait quelqu'un qui arrive à agréger tout ça pour pouvoir se qualifier au second tour, et là, ça niquerait Mélenchon à la fin. C'est pas impossible que ça se passe comme ça. Ça dépend de s'il y a une forme de mécanisme de vote utile qui arrive à se mettre en place pour le bloc central, le bloc bourgeois, et que quelqu'un arrive à l'incarner, ce vote utile, suffisamment bien pour que ça passe. Et c'est vraiment pas gagné. C'est vraiment pas gagné, et après 10 ans de Macron, je pense qu'ils sont un peu dans le caca. Voilà. Philippe peut pas faire plus de 15, sauf s'il arrive à grailler tous les électeurs potentiels d'un Glucksmann qui fait disaster class sur disaster class. Hein. Il y a des gens, les centristes, ils vont se dire il faut un centriste au second tour. Il faut quelqu'un de normal, entre guillemets, au second tour. Pas Mélenchon. Glucksmann, ok. Hollande, ok. Gabriel Attal, ça me va. Édouard Philippe, pourquoi pas. Il y a des gens, ils vont penser comme ça. Ils vont se dire il faut un centriste, il faut un politicien normal qui, lui, est apte à gouverner la France face à Bardella. Si c'est Mélenchon-Bardella, ça nique tout. Il y a les électeurs du bloc bourgeois et du bloc central, ou centristes, comme vous voulez, je pense qu'il y en a pas mal qui vont réfléchir comme ça. Et donc, ça se trouve, il va y avoir une guéguerre entre, je sais pas, Édouard Philippe d'un côté et Glucksmann de l'autre. Glucksmann va s'effondrer parce qu'il est nul à chier, et Édouard Philippe va réussir à prendre tout ce vote utile, entre guillemets. Mais oui, après, il y a le paramètre Villepin. Est-ce qu'il y aura Gabriel Attal ou pas? Ce genre de choses. Donc, ça reste quand même compliqué d'agréger tout ce bloc central. Voilà. Et ça se trouve, c'est Villepin qui va réussir à le faire. Hein. On sait même pas, on l'a pas vu venir. Hein. Ça se trouve, Villepin, il va mog, je sais pas, Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann. Il va prendre tout leur électorat potentiel. Il va faire 1% de plus que Mélenchon et ça sera votre barrage Villepin contre Bardella. Je suis pas sûr que ça arrive comme ça, mais pour moi, c'est une possibilité. En tout cas, c'est un truc qu'on peut envisager pour tenter de comprendre un peu les dynamiques, que ça aille ou pas dans notre sens. Pour moi, c'est pas un scénario qui est lunaire que de dire ça. Mais en tout cas, la condition sine qua non à ça, c'est que quelqu'un arrive à agréger ce bloc bourgeois, ce bloc central. Et franchement, je pense que c'est mal barré. Je pense qu'après les 10 ans de Macronie et la guerre de succession qui va s'opérer, ça va pas se passer comme ça. Mais il y a un monde, voilà, il y a un monde où le discours, il faut faire barrage dès le premier tour pour éviter Bardella-Mélenchon. Ça peut prendre à plein régime. Et si quelqu'un arrive à se saisir de ce narratif, incarner bien ce bloc central et agréger ces électeurs-là, les orphelins de Macron, on va dire, il y a un monde où ça passe. Et si ça passe, moi j'ai le seum de fou. Et c'est pas impossible que ça passe. Voilà. Gardons ça dans un coin de nos têtes. C'est un scénario qui est plausible. Quelle serait la majorité qui se formerait derrière un Villepin? Bah, les électeurs un peu macronistes, quoi. Ceux qui votaient Macron. Voilà. Mais Hollande, il pourrait le faire. Hollande, il pourrait éventuellement réussir à agréger ça. Parce que lui, voilà, il n'est pas trop identifié macroniste. Donc, je sais pas. À voir. À voir. Mais c'est intéressant tout ça. En tout cas, voilà. Ce qui se passe au PS là par rapport à la primaire, tout ça, c'est ce processus où ça se décante vers cette fameuse présidentielle où oui, il y aura un candidat LFI, ça sera très probablement Jean-Luc Mélenchon, et il y aura un candidat PS, et le candidat PS va pas vouloir faire l'union, il va vouloir partir en mode centre-gauche, et dans centre-gauche, il y a centre, il y a bloc central, ces électeurs potentiels à ce candidat-là, ça sera la jambe gauche de l'électorat macroniste, on va dire. Voilà. Ça paraît à peu près clair, et tout ce qui se passe, y compris ce petit épisode avec Olivier Faure fragilisé, s'inscrit dans cette direction qu'on est en train de prendre. Quoi. Voilà. Et c'est une analyse qui est de plus en plus partagée, de toute manière. Merci Spécimen23 pour le Prime. Merci beaucoup. Dans centre-gauche, il y a surtout droite. Oui, alors dans centre-gauche, il y a centre, et centre, ça veut dire droite en réalité. Tout à fait. Salut Mourouza, comment ça va? Bref, alors, donc du coup, le PS, ils sont foutus. Merci Mauvaise Chienne Gaze pour ton Prime, merci beaucoup. Donc le PS s'est rassemblé dans un bureau national pendant plus de 5 heures pour s'écharper autour de la question de LFI. Voilà, et apparemment, Olivier Faure sort bien fragilisé de cette séquence. Une fois n'est pas coutume,
le chef du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, a attaqué frontalement le patron du parti, Olivier Faure. Et ça change tout. D'abord sur sa façon de vanter le bilan des municipales. Même si nous avons remporté des victoires, nous n'avons pas gagné ces élections. Si nous ne le disons pas avec honnêteté, nous nous tromperons de diagnostic, a déclaré le député des Landes, Boris Vallaud. Alors là-dessus, je suis assez d'accord. Hein. Là-dessus, il est plutôt lucide, plus lucide que certains de ses camarades, en tout cas. Merci, Comrade Sandwich, pour ton prime. Merci beaucoup. On en est où, là, sur la barre de dons, d'ailleurs? On est à 800. Bah bravo, let's go. Vous pouvez encore continuer à donner, mais on est à 800. Trop bien. Trop bien. Boris Vallaud dénonce aussi depuis lundi le manque de clarté de la direction du PS sur la relation entretenue avec LFI. Tiens. Donc Boris Vallaud, juste là, il était sur une ligne. Je suis pas tout à fait comme Olivier Faure, mais je suis pas tout à fait comme l'aile droite du PS non plus. Moi, je suis une troisième voie. Ni Faure, ni Glucksmann. C'était un peu ça, vous voyez, la position de Boris Vallaud. Et là, il se met à chier sur Olivier Faure et à parler comme Glucksmann sur la clarté. Sachant que, comment il s'est fait élire Olivier Faure au dernier congrès du Parti Socialiste? Il y avait 3 plateformes. TOA, TOB, TOC. Comme ça qu'elle s'appelait. Il y en avait une, c'était Olivier Faure, le premier secrétaire du PS qui se représentait, sur une ligne plutôt unioniste, on va dire, plus unioniste que ses copains en tout cas. Il y avait la ligne Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, qui a été réélu, qui est lui plus aile droite, on va dire, en mode LFI, ça dégage, on fera pas l'union avec eux. Il est relativement aligné avec les Hollande, Glucksmann et compagnie. Et il y avait la troisième voie, Boris Vallaud. Sa plateforme pesait pas beaucoup, mais quand même, quelques pourcents dans l'élection. Il avait un peu cette place de faiseur de roi. Vous voyez, s'il décidait de se rallier à Olivier Faure, ça mettait plutôt bien Olivier Faure. S'il décidait de se rallier à Nicolas Meyer-Rossignol, ça mettait plutôt bien Nicolas Meyer-Rossignol. Et Boris Vallaud, qui était un peu de l'arbitre au sein du PS dans ce congrès-là, du coup, il a plutôt été a priori du côté de Faure. Et là, patatras, Boris Vallaud commence à chier sur Olivier Faure en disant c'est un échec ce qui fait la direction du PS et se joint plutôt aux Hollandiens du PS. Hollande qui a dit ces municipales sont un aveu d'échec pour la ligne du premier secrétaire du parti, Olivier Faure. Donc, les choses sont en train de se décanter et à partir de... Il faut que j'arrête de dire ça tout le temps par contre. Et à partir de là, bah ouais, on peut comprendre effectivement qu'Olivier Faure, il est en train de se faire niquer en interne, quoi. Il est en train de se faire niquer en interne et sa ligne pseudo-unioniste avec lui. Enfin, un peu de clarté. Souvenez-vous, il y a quelques mois, là, avant le congrès du PS, il y avait plein de gens qui étaient en mode ah, j'espère qu'Olivier Faure va perdre. Parce qu'il il dit tellement tout et son contraire. Il essaie tellement de faire l'équilibriste, c'est fatigant au bout d'un moment, que le PS soit identifié droitard une bonne fois pour toutes et on n'en parlera plus. Donc il y a plein de gauchistes qui étaient plutôt pour une défaite d'Olivier Faure au PS, pour comment ça y est, on n'en parle plus, on sait qu'on va pas s'allier avec eux, etc., etc. Et bon, il a gagné son congrès, Olivier Faure, mais derrière, patatras, il se fait quand même niquer en interne, quoi. Voilà. Donc en vrai, c'est logique, attendu, mais d'un côté où c'est une clarification finalement, et tant mieux. Alors qu'une résolution sibylline du Bureau national adoptée avant le premier tour du scrutin laissait entendre que les accords avec les candidats insoumis seraient à proscrire, sans toutefois écarter clairement cette éventualité, certaines fusions de listes ont finalement bien eu lieu. Je pense qu'il fallait interdire ces alliances, mais quitte à ce qu'on décide qu'elles étaient possibles, j'aurais au moins préféré que la règle soit claire. S'agace un membre du clan Vallaud. Ils disent voilà, clarté, clair, ils parlent tous comme Glucksmann, c'est pas un hasard. Là, personne n'a compris notre position, et sur le terrain, on passe pour des gens prêts à se vendre pour des places. Alors, comment dire? C'est un peu la vérité. C'est un peu la vérité. Après, on pourrait dire pareil de LFI. LFI qui dit plus jamais PS, et puis au final, il propose des fusions de liste avec le PS. Oui, il y a eu de la tambouille politicienne dans ces municipales. En vérité, bon, c'est un secret pour personne, certes. Voilà. Vendu pour un petit pain. Les combinards. Ouais, tout à fait. Ça fait déjà quelques années. Bah oui, ça fait déjà depuis toujours. Hein. Mais alors après, encore une fois, moi je suis un peu gêné avec cette critique. Enfin non, je partage cette critique. Mais on pourrait dire un peu la même chose de LFI aussi, quoi. LFI qui dit plus jamais PS pour au final proposer des fusions de liste. On peut voir ça comme un manque de clarté aussi, ou comme un peu un truc d'hypocrisie, quoi. Voilà, en mode oh là là, vous vous chiez dessus tous les jours et puis vous fusionnez quand même vos listes. Je veux dire, il y a un côté où la tambouille politicienne, et je veux dire, c'est normal en politique électorale, moi je suis pas contre, c'est comme ça que ça marche de toute manière, soyons pragmatiques. Mais il peut aussi y avoir des gens qui regardent les filles en se disant c'est un peu hypocrite, au final vous venez vous allier. Vous voyez? Mais bon, après quand tu regardes sur le temps long, le discours sur l'union qu'a eu LFI depuis le début, en réalité c'est relativement raccord. C'est juste que LFI est pour l'union que quand ils sont dans une position de force. Ce qui est assez logique et en vérité, voilà. Bref. Allez. On continue. Afin de démontrer que la critique de la stratégie du premier secrétaire, donc Olivier Faure, est majoritaire, ces deux rivaux du dernier congrès sont arrivés mardi soir avec une résolution co-signée par leurs deux motions. Voilà, c'est ce que je disais, c'était les deux motions pendant le dernier congrès. Lors de l'élection de la direction socialiste en juin, Faure, qui avait recueilli 42%, avait dû s'allier au second tour avec Vallaud et ses 18% pour battre les 40% du maire de Rouen, fraîchement réélu, Nicolas Meyer-Rossignol. C'est exactement... Alors, j'avais pas les pourcentages, mais c'est exactement ce que j'expliquais. Comme quoi, ça va, hein. Et peut-être que je bosse pas à Libération, mais je suis un peu journaliste quand même. J'aurais pu l'écrire, cet article. Bref.
Effectivement, c'est ce que je disais. C'est donc un renversement de coalition qui est en train de s'opérer et qui menace l'autorité du chef, lequel a refusé de soumettre la motion séditieuse au vote mardi soir, au prétexte qu'elle n'avait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour. De quoi alimenter l'indignation des troupes de Boris Vallaud qui se sont réunies en urgence en fin de journée mercredi pour réfléchir à la suite de leur offensive. Ah ouais, ça chauffe vraiment pour le cul d'Olivier Faure. Hein. Ça rigole pas. You, Libération. Oui, alors, mais, sur les articles comme ça, dans mode rififi au PS, qu'est-ce qui se passe en interne au PS? Étant donné que la moitié de la rédac du Libération, ils sont pro-PS, au moins là, ils savent de quoi ils parlent, vous voyez. En vrai, là-dessus, sur les trucs dans mode politique politicienne, qu'est-ce qui se passe en interne au sein de la gauche française, et notamment au niveau des SOSDEM du PS, etc. Libération, là-dessus, bah voilà, c'est un peu les hommes de la situation, finalement. Juste pour aller ramener l'info, oui. Là-dessus, le PS, pour le traiter, normalement, les infos, ils les ont, quoi. Voilà. Parce que, de par la proximité un peu entre le PS et Libération, vous voyez dire, sur la ligne. Donc moi, sur ces articles-là, au contraire, lire Libération, c'est plutôt une bonne raison de lire Libération, quoi. Pour voir un peu dans le détail ce qui se passe en interne dans ces partis SOSDEM, quoi. Voilà. Il y a ça. Moi, les moments où je lis Libération, c'est ça, ou des articles sur l'extrême droite, parce qu'ils ont quand même Pierre Plotu, Maxime Massé et Nicolas Massol, qui sont des bons journalistes sur le traitement de l'extrême droite. Donc voilà. Moi, pour ça, Libération, je le lis dans ces cas de figure-là. Sans ça, j'ai d'autres trucs à lire, quoi. Voilà. La guerre entre. De toute façon, moi, je suis un journaliste, pardon. Je suis un streamer qui fait la revue de presse. Donc voilà, ça peut m'arriver de lire Libé, quoi. Le Monde est bien pour ça aussi. Ouais. Bah, moi, de toute façon, je trouve que Le Monde, c'est mieux que Libération, hein, largement. Mais parfois, il y a de l'info à prendre dans Libé aussi, quoi. Voilà. Moi, je vais pas m'empêcher de prendre de l'info qu'il y a à prendre s'il y en a à prendre dans Libération, quoi. Voilà. Mais j'ai pas d'attachement particulier en presse journal. Au contraire, ils me saoulent un peu. Sur leur ligne éditoriale, en tout cas. Je préfère largement l'Humanité, n'est-ce pas? Abonnez-vous à l'Huma. Voilà. Ok. J'en étais où? Ah non, oui. Donc, effectivement, Vallaud, qui s'est allié avec Faure au dernier congrès, là a décidé de s'allier avec le rival de Faure, avec les rivaux de Faure, même s'il n'y a pas de congrès. C'est donc un renversement de coalition qui est en train de s'opérer et qui menace l'autorité du chef. J'ai déjà lu. De quoi alimenter l'indignation des troupes de Vallaud qui se sont réunies en urgence en fin de journée mercredi pour réfléchir à la suite de leur offensive. On en était là. Sans arrêter de décision à ce stade. Je suis désolé. J'ai besoin d'un. Attendez, j'ai besoin d'un reset mental, je suis désolé. Non, j'ai fermé Spotify. Je m'embrouille dans ma lecture. Ok. Donc, sans arrêter de décision à ce stade. Point. Du côté des proches de Faure, on ironise sur la motion Courage Fuyons. Célèbre pour théoriser en permanence des complots d'antichambre sans jamais passer à l'acte. Ok. Donc Faure, ils sont en mode genre, ouais. Vous voulez compléter contre nous, mais à chaque fois, c'est foireux vos histoires. Allez-y, faites tomber Faure en interne. On attend de vous voir. Hein. Ça parle, mais ça mord pas beaucoup. Hein. Voilà comment les foristes se comportent. Ok, très bien. La guerre entre le chef des députés et le chef du parti couvait en réalité depuis des mois. La relation entre les deux hommes étant devenue délétère. Le premier n'a pas apprécié d'être largement contourné pendant la séquence budgétaire, car le second y a négocié en direct avec Sébastien Lecornu à Matignon, dans une proximité qui ne s'embarrassait pas d'intermédiaire. Vallaud ne veut pas que ce soit Faure qui tienne le parti pendant la présidentielle, décrypte-t-on, aussi à raison dans le camp du patron du PS. Ok. Vous voyez, moi je suis très content de lire cet article, au contraire. Hein. Voir le bordel qu'il y a au PS là, les espèces de guerre intestine là, qui va juste fragiliser le parti au final, ou alors vraiment les rallier durablement au bloc macroniste. Moi je vois ça, je suis en mode moi quand c'est des articles comme ça, je suis content de lire Libé. Hein. Je trouve qu'on se régale un peu. Hein. Vallaud ne veut pas que ce soit Faure qui tienne le parti pendant la présidentielle. Info. Le député des Landes, on parle de Boris Vallaud, veut en effet enterrer la primaire des unitaires, censée doter la gauche d'une candidature commune en 2027, mais à laquelle ni Jean-Luc Mélenchon, ni Raphaël Glucksmann ne veulent participer. Le PCF non plus a dit on se joint pas au truc, démerdez-vous. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus personne dedans, quoi. Voilà, il y a Olivier Faure, mais le PS veut pas. Mais ni PS, ni PCF, ni LFI veulent faire leur primaire. Je pense que la primaire est d'ores et déjà morte et enterrée, même dans l'esprit de leurs organisateurs. Hein. Il y avait une date pour la primaire le 11 octobre, bah... Inch'Allah. J'ai pas souvent l'occasion de bien l'utiliser celui-là. Là, il était bien. Ok. Ok. À l'inverse, les foristes soutenaient cette démarche et avaient prévu de la faire valider par le parti avant l'été. Bah non. A priori, ça va pas marcher. Voilà. Stanley Tondelier va être élu à 99% de la primaire. Bah ouais. Mais moi, je pense qu'ils vont pas la faire, la primaire. S'ils la font, ça sera tellement inentendable par l'électorat de gauche. En mode, il y a déjà 2 candidatures, on va rajouter une 3e. On fait une primaire avec personne dedans. Ça va faire comme la primaire populaire. Voilà. Et la primaire populaire, c'était pas organisé par les appareils. C'était une initiative citoyenne qui machin bidule. Ça menait nulle part, mais voilà, ils étaient en mode, on a un mode de scrutin différent, où c'est pas juste un truc à 2 tours, pour essayer de trouver un juste milieu.
Non, j'irai le chercher après, c'est gentil, mais j'irai le chercher après. Yes, t'inquiète pas, merci beaucoup. Donc il y avait ce côté où ils ont proposé des trucs, la primaire populaire, et au moins ça venait pas directement de parti, quoi. Donc il y a un côté où ça menait nulle part, mais bon, on peut se dire que c'était une initiative citoyenne qui au final n'a pas fonctionné. Mais là, c'est pire que la primaire populaire. Là, c'est directement des partis représentés à l'Assemblée nationale qui l'organisent, avec la volonté de mettre toute la gauche dedans. La primaire populaire, il y avait un côté où, voilà, une initiative citoyenne tente de bousculer les habitudes des politiciens et les pousser à s'allier. Au final, ça fait un gros flop et c'était attendu que ça fasse un gros flop. Mais bon, voilà. Là, c'est pire que la primaire populaire, cette histoire. Donc je pense que ça va même pas se tenir. Sachant que la primaire populaire, ça menait nulle part. Ils se sont dit, bah, Taubira présidente. Taubira 2022, elle a même pas eu ses 500 signatures, elle s'est retirée. Et quand on voit à quel point ça menait à rien la primaire populaire, et que là, cette histoire de primaire de la gauche organisée par Tondelier et consorts, c'est encore moins bien que la primaire populaire. Moi, je pense que ça va même pas aller au bout du processus. Je pense qu'elle n'aura même pas lieu, cette primaire. Ça sera inentendable. Voilà. Mais on verra. Peut-être qu'ils vont quand même tenter de la faire. Mais alors là, franchement, ça pue du cul. Ça pue du cul. Initiative citoyenne qui exige 500 signatures pour participer. Ouais, bah là, justement, c'est pas une initiative citoyenne, c'est une initiative de parti politique. Donc c'est pour ça que je dis, si on considère que la primaire populaire de 2022 est un fiasco, mais alors là, le fiasco qui attend cette primaire-là est encore bien pire. Bien pire. Voilà. Parce que là, il y a directement des élus et des partis qui sont concernés, quoi. Voilà. Bref. Ok. Reste que la marge de manœuvre est limitée dans les statuts du PS pour organiser un putsch afin de renverser un premier secrétaire en dehors du cadre d'un congrès. Et oui, donc peut-être qu'il va être fragilisé en interne, mais il n'y aura pas de congrès. Mais bon, je pense qu'il va quand même. Je pense qu'à un moment donné, c'est quand même le PS et ses rivaux qui vont tirer la couverture vers eux et qui vont gagner cette lutte intestine, même s'il n'y a pas de congrès, quoi. Voilà. Rares sont d'ailleurs les personnalités à demander explicitement la tête d'Olivier Faure, à l'exception de son prédécesseur, Jean-Christophe Cambadélis, et du maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran. Donc à peu près ce qui se fait de pire au PS avec François Hollande, quoi. Les opposants du député de Seine-et-Marne estiment en revanche que leurs griefs, leurs griffes, j'ai jamais compris comment on disait ça, ne peuvent plus être ignorés. Dans un parti normal, un dirigeant minoritaire aurait dû en tirer les conclusions en prenant ses distances, en se mettant en retrait ou ouvrant sa direction. Juge ainsi l'eurodéputé François Calfon, lui aussi fait partie de l'aile droite du PS. On dit grief, d'accord, merci beaucoup. Ok. Une autre façon de prendre le pouvoir peut toutefois consister à réclamer un vote des militants pour désigner le candidat socialiste à la présidentielle. Ok, donc ça c'était l'idée de Boris Vallaud, c'est ça en s'appuyant sur les statuts du parti. Oui, parce que s'ils font ça, et que les militants désignent un candidat PS pour la présidentielle, ils sont en mode ah ben on est obligé d'avoir un candidat PS. Donc il n'y aura pas de primaire. Donc Olivier Faure, casse-toi, tu saoules tout le monde. Ça serait ça l'idée. Ne pas virer Faure directement, mais engager une procédure avec les militants démocratiques qui annulerait totalement l'idée de primaire et donc la ligne d'Olivier Faure, quoi. Il se base sur quoi pour dire qu'il est minoritaire? On vient de le dire juste avant. C'est qu'à la base, il a gagné son congrès, c'était en s'alliant avec Boris Vallaud contre son rival Nicolas Meyer-Rossignol. Et là, Boris Vallaud s'est allié avec les antiforistes. Du coup, il est, selon les critères du dernier congrès, il se retrouve minoritaire parmi les cadres de son parti et dans son parti. Voilà. On l'a expliqué juste avant. Ok. Dans cette bataille qu'il opposerait à Faure, Boris Vallaud pourrait l'emporter s'il est soutenu par les amis de François Hollande et la motion de Meyer-Rossignol, dont la priorité est d'abattre la primaire. Ok. En guise de riposte, le patron du PS, Olivier Faure, peut de son côté requérir une consultation des adhérents pour trancher la question de la participation à la primaire, sans être à ce stade assuré de réponse. Ok. Donc Boris Vallaud et compagnie, ils disent si on organise une primaire pour désigner le candidat PS à la présidentielle, ça nique totalement l'idée de faire la primaire de la gauche d'Olivier Faure. Donc ça met à mal Olivier Faure. Olivier Faure, il est en mode ah ouais. Ok, mais moi, si je requiers une consultation des adhérents pour trancher la question de la participation à la primaire, eh ben, ça annule le fait que vous allez faire une primaire, mais pour la présidentielle et pas pour la gauche, interne au PS. Donc c'est un peu complexe et ça pue un peu du cul. Là, on est vraiment dans des trucs de baron noir, quoi. On est vraiment sur de la tambouille, de guerre intestine avec des logiques d'appareil. Bon, je sais pas trop comment tout ça va se goupiller, mais en tout cas, Faure a l'air un peu finito quand même. Hein. A l'air un petit peu finito sur les bords. Est-ce qu'il y aura besoin d'une primaire pour que sa ligne se fasse niquer en interne? Moi, je pense pas. Hein. Ça y est, je suis perdu. En gros, voilà, c'est Uno contre Uno. Le PS hors Olivier Faure, les rivaux d'Olivier Faure, qui sont à présent a priori majoritaires au PS, aimeraient bien niquer Olivier Faure, aimeraient bien l'éjecter, quoi, ou au moins éjecter sa ligne et prendre le leadership pour la présidentielle. Pour une raison principale, c'est qu'ils veulent une candidature PS, social-libérale, centriste, et ne pas faire la primaire de Tondelier. Voilà. Donc c'est ce qu'ils veulent faire. Donc ils ont une idée, ils ont un Uno. C'est de faire une primaire pour désigner en interne le candidat socialiste à la présidentielle, mais qui soit pas la primaire de Tondelier. Un autre type de primaire, ce qui du coup de fait niquerait totalement Olivier Faure et le rendrait inaudible dans son propre parti. Suite à quoi,
Olivier Faure est en mode contre Uno. Si j'organise une consultation de nos adhérents avant que vous fassiez votre primaire, et en fait ça sera une consultation sur la primaire de Tondelier et donc du coup c'est moi, c'est bon. Je nique votre truc avant que vous le fassiez. Donc tout ça est ridicule. Les deux jouent des espèces de cartes parce qu'en fait il n'y a pas de congrès pour régler la question de la ligne au sein du PS. Et même si Olivier Faure, logiquement, sur la base du dernier congrès et des dernières évolutions, devrait. Là, s'il y avait un congrès demain, logiquement Olivier Faure le perd. Et ça change la ligne du PS. Vu qu'il n'y a pas de congrès tout de suite, ils font des espèces de trucs de tambouille politicienne, Uno contre Uno. Et du coup, tout ça mène nulle part. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Olivier Faure est mis en minorité et bien fragilisé au sein de son propre parti, sur fond de ta primaire avec la gauche, ta primaire avec Tondelier, on n'en veut pas au sein du PS. On veut notre candidature à nous, point à la ligne. Et donc, du coup, Olivier Faure est fragilisé. Et c'est Marine Tondelier qui est fragilisée à travers de cette décision aussi. Et un peu tout le groupe et les écologistes, tous ceux qui sont pro-primaire de la gauche entière. Parce que du coup, si Olivier Faure, si le PS n'y va pas, personne n'y va et c'est finito, quoi. Voilà. Donc, il y a un côté domino. Voilà, j'explique avec Uno. Là, j'ai expliqué ça avec des dominos. Il y a un côté aussi un peu domino. Si le domino Olivier Faure tombe sur le sujet de la primaire de la gauche, pas juste du PS, et le domino Tondelier peut tomber derrière et le domino écologiste ou le domino en tout cas unioniste avec Marine Tondelier. Donc c'est un peu ça qui est en train de se passer. Et donc on va tout droit vers cet état de fait où il y aura une candidature PS, il y aura une candidature LFI et les unionistes, vous êtes vraiment unionistes, choisissez avec qui vous voulez vous allier et arrêtez de nous casser les couilles avec votre truc qui n'arrivera jamais. Voilà. Explique avec le Monopoly. Alors, ça c'est pour le capitalisme en fait, comment ça marche. Non, j'arrête. Ok, d'accord. Car même dans l'entourage d'Olivier Faure, certains commencent à douter du dispositif. Ah non. Non. Oui, donc là on parle de la primaire de la gauche. Pas la primaire du PS souhaitée par Boris Vallaud, non, non, non. La fameuse primaire de la gauche, des écolos, de Tondelier, Lucie Castet, etc. Même dans son entourage, certains commencent à douter du dispositif. Je m'en fous du processus. Ça peut être une primaire, tirer à la courte paille, un match de foot, un conclave, une convention citoyenne. Énumère un foriste, laissant entendre que le procédé réclamé par les écologistes et les ex-insoumis, dont François Ruffin et Clémentine Autain, n'est pas incontournable. Donc même les foristes sont en mode votre primaire de la gauche, elle pue un peu du cul. Hein. Un autre va plus loin. La primaire n'a plus de sens. Le peuple n'a pas envie d'une compétition entre les gauches. Ce serait une course à la différenciation qui exacerberait les clivages. Si on trouve une autre solution pour avoir un candidat commun, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je ne veux pas qu'on se retrouve dans la même configuration qu'en 2022. Expliqué pour sa part Faure à Libération lundi. Ok, donc il est en mode de la primaire, je m'en bats les couilles, mais juste, je ne veux pas avoir 4 candidats pour 2022 parce que sans ça, on va perdre. Mais il peut y avoir que 2 candidats, hein. Un LFI ou affilié, un PS ou affilié. Mais du coup, les unionistes, décidez-vous. Vous voulez rajouter une 3e candidature ou vous voulez juste 2 candidatures? 2 candidatures, ça serait nickel. Hein. Juste 2 candidatures, c'est le nombre optimal pour la gauche, en réalité dans son intégralité, pour présidentielle. Ça permet d'avoir 2 lignes de gauche, rassembler un maximum d'électeurs de gauche, et en cas de second tour, voilà, tout ce beau monde votera pour celui qui est contre l'extrême droite. Vous voyez, c'est un peu ça le plan, en réalité, si on veut gagner. Je dis ça même sans être du prisme de lecture LFI. Oui. Après, vous comprenez ça comme vous avez envie de le comprendre. Donc il faudrait 2 candidats. Mais c'est impossible. Non, c'est possible d'avoir 2 candidats. Je compte pas RP, LO et compagnie. Je compte pas l'extrême gauche entre guillemets. Je parle dans ancien FP. Tu crois pas une seconde qu'il y ait que 2 candidats? C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. À voir comment les écolos vont faire. Est-ce qu'ils vont acheter une 3e candidature, ce qui sera un fiasco, alors qu'ils se disent unionistes depuis le début? Est-ce que Roussel va y aller? On n'entend plus trop parler Roussel. Hein. C'est pas dur, c'est pas dit. Hein. Il y a un congrès du PCF cette année. Voilà. J'y crois pas du tout aux 2 candidats. Je sais pas, mais pour moi c'est le truc optimal quoi. Et ça ferait 24 et 2, je pense pas. Parce que justement, la candidature PS dans cette configuration-là, en fait, elle va aller grailler du côté des macronistes. Donc elle fera pas 2%, elle fera plus. Elle fera plus. Voilà. C'est la tech, pas du team. Mais oui, mais c'est la tech de tout, c'est la tech de tout le monde depuis 1 an. Arrêtez. C'est ma tech aussi. Depuis avant le sein graphique. Attendez. Est-ce que je l'ai encore? Mon putain de graphique de con là. Je l'ai fait le lendemain des législatives, le sein graphique il n'existait même pas. Arrêtez là, ils prennent tout le buzz de tout le monde. Ils vous vendent du copium en boucle depuis 1 an et demi, maintenant c'est eux qui ont tout inventé, ça va. Je rigole encore une fois. Je les salue, mais attends, elle est où mon image? Faut que je la retrouve, je l'ai mis dans un disque local différent. C'est là-dedans là? Oui. Attendez. Attendez. Je vous le ressors, hein. Il est où? Y'a pas image, truc en vrac? Mais il est où? Il est où mon sein graphique personnel? Je le retrouve pas?
Il est ailleurs? Allô? Je l'ai mis ailleurs? Mais 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 il est où? Mais je le retrouverai jamais. Il est là? Non. C'est pas ça. Oh, je le retrouverai jamais, je l'ai perdu, je l'ai plus. Oh non, je suis dévasté. La CIA l'a supprimé, bah ouais. Mais s'il a existé! On avait même fait une version spéciale. Attendez, je crois que c'est ici. On a même fait une version spéciale avec un petit logiciel là, attendez. Je vais jamais le retrouver. Bon, je le retrouverai un autre jour. Je le retrouverai un autre jour. Effacé comme Trotsky la photo, mais ouais, un seul graphique vous manque et tout est dépeuplé, exactement. Mais si, il est forcément quelque part. Je vais le retrouver, hein, bougez pas, hein. Mais où est-ce que j'ai mis mes trucs en mode image en vrac? Ah, je sais où je l'ai mis là, j'avais retrié mon PC. C'est pour ça. Bougez pas. Il est là, je vais le retrouver dans 2 secondes. Il est là! Oui! 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 Regardez! Ça, c'était quand? C'était le lendemain des résultats des législatives 2024 2e tour. Il y a bientôt 2 ans, hein. Il y avait pas le sein graphique encore à l'époque. Il y avait pas le sein graphique. J'ai dit, avec l'effondrement de la Macronie, ça va se rescinder en 2 et de notre tripartition va naître une genre de quadripartition. Et pour les présidentielles, ça va être ça. Et le but, c'est d'avoir un bloc vrai gauche autour de LFI le plus gros possible pour fragiliser ça. Et je disais, bah voilà, si les écolos et compagnie, ils se barrent dans le bloc sauce libre avec le PS glucksmanisé, bah c'est plutôt moins bien que s'ils viennent avec la vraie gauche. Voilà. C'est un ribot aux cheveux longs. C'était le lendemain du résultat des législatives. Un effondrement du centre, moi je vous disais que ça se scinde en deux le centre. Et donc du coup le truc de la théorie des noisettes, ça s'inscrit exactement là-dedans, c'est pareil. T'as le bloc sauce libre PS, un des deux pôles de la gauche entre guillemets, mais qui en vérité, regardez, j'ai mis les traits au-dessus, et plus dans le bloc central en réalité. Vous voyez? Et il y a la vraie gauche représentée par LFI. Et donc ils vont devoir choisir, ils pourront pas exister sans être dans un de ces deux blocs-là, ce qu'on appelle les noisettes maintenant. Voilà. C'est un peu ça. Donc en mode, regardez, ça va être ça la présidentielle. On aura Mélenchon pour la vraie gauche, Glucksmann ou Hollande pour la fausse gauche, la droite qui aura un candidat héritier du macroniste, un peu un Édouard Philippe, et les FAF qui auront Jordan Bardella. Voilà. Et donc en gros, les écolos, les unionistes, choisissez entre les deux blocs, parce qu'il n'y aura que deux blocs. Et idéalement, il faut que deux candidats à gauche, un de la vraie gauche, comprendre Mélenchon typiquement, et un des sauces libres de la fausse gauche, comprendre typiquement, comment il s'appelle l'autre blaireau, Glucksmann ou Hollande. Voilà. Et donc je ne sais pas s'il y aura que deux candidats, mais idéalement il faut deux candidats, un sauce libre, un vrai gauche, et les unionistes en fait, vous allez vous faire écraser entre ces deux pôles-là. Voilà. Ça n'existait pas le sein graphique à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça que vous venez me parler de la pas du team toute la journée, et moi je les kiffe, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce qu'on dit sur ce live depuis littéralement 2 ans. Hein. Voilà. Donc c'est pas que la pas du team. Hein. Après, pour degré, le désaccord que tu as avec la pas du team, c'est plus sur la stratégie que sur le constat. Et sur le poids du vote utile que eux considèrent comme insignifiant. Oui, effectivement, on a des désaccords, mais c'est pas sur cet ordre-là. On fait à peu près le même constat, quoi. Voilà. C'est la mobilisation aussi, bah ouais, un peu. Nul les prophètes en son stream, bah ouais, je vois ça, hein, vous me parlez que de la pas du team tout le temps, voilà. Moi aussi j'ai un sein graphique, je l'ai fait sur Paint en 2-2 après la présidentielle et j'arrive aux mêmes conclusions que le sein graphique et la lourde épistémologie marxiste. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. La pas du team qu'on embrasse bien sûr. Hein. Je dis pas ça pour les embrouiller. Mais clippez, envoyez-le leur. Hein. Envoyez-le leur. Mince graphique, on parle tous les jours. Mais j'en parle tous les jours aussi. Il y en avait un, à un moment donné, il y a des gens qui étaient, on n'en peut plus de ton graphique de merde, Ribo. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, ton graphique de merde, je l'ai refait proprement et tu peux bouger les différents contours là. C'est mieux comme ça. Bon, bref, on dit ça, c'est. En vrai, on rigole. En vrai, on rigole. C'est cool. Mais oui, voilà, ce truc des deux candidats, et pas 3, et pas 4, et pas 5, et pas un seul non plus. Voilà. Moi, c'est à peu près ce que je disais dès le lendemain des législatives. Voilà. Oui, c'est toi, Nana Papate, qui avait donné le screenshot original. Tout à fait. Original. Tout à fait. On rigole, mais quand même. Ouais, ok, je vais faire un débat. Quand je battrai Chris à plat de couture en débat sur la politique électorale, ouais, on verra. T'es un visionnaire? Mais non, je suis pas un visionnaire. Pourquoi je dis ça?
C'est parce que là, pas du team à leur manière, comme moi à mon manière, il n'y a pas que nous deux en fait. On est énormément à gauche, ceux qui se servent un peu de leur cerveau, à avoir cette analyse en fait. C'est pour dire que cette analyse, elle est finalement assez consensuelle et que c'est probablement comme ça que ça va se passer. C'est pour ça, au contraire. Voilà. On a une. Que ça soit la pas du team ou moi, on a une épistémologie différente. Eux, ils l'ont fait avec sérieux. Moi, je l'ai fait à l'arrache sur Paint le lendemain des législatives. On a le même constat. On en arrive aux mêmes conclusions, à quelques petits détails près. Tout ça pour dire que voilà, il y a un consensus scientifique des différents graphiques, des différents streamers et youtubeurs de gauche qui nous amène à dire que oui, a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Et effectivement, tout ce qui se passe là depuis des mois, voire des années, nous donne raison. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas pour me battre avec la pas du team, c'est pour dire que nos différentes approches, au final, établir un consensus scientifico-créateur de contenu pour dire que voilà, tout nous donne raison, effectivement. Voilà. C'est pour augmenter la théorie de la pas du team et la mienne. Voilà. C'est dans une logique de mettre en commun l'état de la recherche. Je dis ça pour plaisanter. Je dis ça pour plaisanter, c'est pas scientifique. Mais bref, voilà, vous avez compris. Je fais mon petit tunnel sur la pas du team parce que ça me fait marrer de dire bah oui, le son graphique, bah moi aussi j'en ai un son graphique et je l'ai fait à l'arrache avec le cul, il marche très bien. Voilà. Bref. On finit l'article quand même? On rigole bien. Oui, après avoir accompagné toutes les étapes du processus lancé le 2 juillet autour de l'ex-candidate du NFP pour Matignon, Lucie Castet, à Bagneux, le chef du Parti Socialiste était aussi présent au meeting des unitaires à Tours, fin janvier, aux grandes dames de son opposition, pour annoncer la date de tenue du scrutin le 11 octobre. Voilà, donc c'est en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là, Olivier Faure? Le PS, il veut pas? Il veut pas faire cette primaire le 11 octobre. Mais si. Mais le climat semble avoir changé avec le résultat des municipales, dont les Verts sont sortis affaiblis et perdant plusieurs grandes villes. Signe des temps, aucun socialiste n'était présent à la réunion sur le sujet organisée à l'Assemblée nationale par Lucie Castet lundi. Et oui, donc bon, primaire finito, Olivier Faure finito, comme prévu. Everything according to my Kaku. Et ce qui fait qu'Olivier Faure, il a une nouvelle strate, mais alors vraiment, ça ne prendra jamais, c'est de dire j'ai pas de problème avec LFI, le problème c'est Mélenchon. Donc il est en mode non, je suis un unioniste, mais je suis un LFI compatible, mais pas Mélenchon. Jamais ça prendra. D'abord, autant d'alliance, il faut quand même remettre les choses à leur juste proportion. Il y a 0,6% des candidats qui ont fait alliance au second tour avec la France Insoumise. 0,6. Autant d'alliances dans les grandes villes, puisqu'il y en a une Non, 15. mais c'est quoi de prendre ce chiffre-là? Oui, tu compares des toutes petites communes microscopiques à Lyon, Marseille, enfin pas Lyon, Lyon, Rennes, Nantes. Bon, ok. Ça va. Vous connaissez la Mais liste. la réalité, c'est que vous le savez, pour ce qui concerne les socialistes, il y en a eu 6. Donc vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais si on revient à cette juste proportion, Oui. déjà, on relativise les choses. Ensuite, moi, ce que je dis, c'est que je ne suis pas irréconciliable avec l'ensemble de ceux qui votent insoumis. Ah non, c'est pas juste LFI, c'est l'ensemble de ceux qui votent. Il y a quelques électeurs LFI, ça va, je les accepte. Mais s'ils aiment trop Mélenchon, je les accepte pas. Je pense trouver des insoumis qui aiment pas Mélenchon. Enfin, si des électeurs historiquement qui ont voté Mélenchon en 2022 et qui l'aiment pas trop, il y en a, mais bon, ça va. C'est ça ta strate, vraiment. Il est en mode genre, moi tout seul, Olivier Faure, je vais réussir à désolidariser la France insoumise de Méluche pour pouvoir faire l'union. Sois un peu pragmatique, quoi. Irréconciliable Là, avec c'est pas leur des chef. électeurs avec qui vous avez fait alliance, ce sont des candidats. Y compris, j'avais mis au défi quiconque de dire en quoi les 2 candidats insoumis qui étaient en fait à Toulouse et à Limoges avaient tenu. Bon, voilà, ça me fatigue. Mais tout ça pour dire, c'est sa nouvelle take pour essayer de se sauver. Mais ça ne marchera pas. Voilà, il est élulu, exactement. Tout ça pour dire qu'après avoir lu l'article, là, on l'entend fanfaronner comme ça sur un plateau télé. Ça marche pas. It's over. It's Jover. It's Jover, Olivier. Lâche ça. Oublie-la, cette union. Oublie-la, cette ligne. C'est fini. Vous voyez le même avec le gars qui regarde le banc. Parce qu'il est triste, c'est là où il s'assied avec sa meuf. C'est vraiment ça. On pourrait faire même avec Olivier Faure, le banc, c'est l'union de la gauche. Et voilà. Fuis pour sauver ta peau. Disparaît avant de devenir trop détestable. Exactement. Merci Chloé, c'est fini. Pour les 5 € de capital apportés dans la sauce production via Stream Elements. Merci beaucoup. Si vous voulez me donner de l'argent, n'hésitez pas. J'aime beaucoup l'argent, comme tout le monde. Vous pouvez faire des dons sur Stream Elements, ce qui permet de. Il n'y a pas la taxe Bezos. Voilà. Mais je paye mon URSAF dessus quand même. Voilà, je ne fraude pas le fisc. Je suis vraiment pas comme ça. Bref. Bon, on peut s'arrêter là parce qu'il y a un autre bout d'article de BFM où il parle un peu de Tondelier. Bon, allez, on va finir cette petite séquence, qui est une assez grosse séquence finalement, en parlant de Tondelier, parce que voilà, on voit qu'Olivier Faure, de par son rapport à l'union et à la primaire de la gauche, il est niqué dans son propre camp. Bah Marine Tondelier, ça va pas très fort pour elle non plus dans son propre parti en ce moment. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu une fronde en interne, les municipales, ça l'a pas mis bien, ils ont perdu des villes, et en plus il y a tout un tas d'électeurs, sympathisants et de militants, écolos, qui
n'ont pas été très contents pendant les municipales. Hein. Ça gronde. Peut-être que même une partie de son électorat, quand même, en a marre du manque de ligne et de solidité politique de Marine Tondelier. Et il voudrait plus s'allier avec la gauche de rupture qu'avec le PS, surtout après toutes ces non-censures et qu'il soit quasiment allié directement avec Sébastien Lecornu pour faire passer le budget. Quoi. Vous voyez? Donc bon, Marine Tondelier fragilisée. Premièrement, pour ce que je viens de dire par rapport au municipal. Et en plus, Madame Primaire, Union de la gauche, bah du coup, c'est fini un peu l'Union de la gauche. De par ce qu'on vient d'expliquer avec le PS, quoi. Donc, c'est compliqué pour elle. Pas de congrès chez les Verts en vue, il me semble pas. Ni chez le PS, ni pour les Verts. Donc voilà, on va continuer à marcher dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur. C'est chiant. Merci soit-il. Morte faute de combattants. Dans le camp de Marine Tondelier et d'Olivier Faure, donc là on va surtout se concentrer sur Tondelier parce qu'on vient de parler de Faure, plus personne ne croit à la primaire de la gauche hors LFI. Tiens. La primaire de la gauche a du plomb dans l'aile. Ses principaux défenseurs, le chef des socialistes Olivier Faure et la patronne des écologistes Marine Tondelier, sortant chacun affaibli des municipales. Elle était annoncée pour le 11 octobre, mais risque de ne jamais voir le jour. La primaire est morte, faute de combattants, assène un socialiste, opposant d'Olivier Faure. Il a raison. Donc le premier secrétaire, tatati tatata, je vais pas tout relire. Moi j'aimerais juste quand ça parle de Tondelier. Son camp espérait faire des municipales une rampe de lancement pour que le député de Seine-et-Marne se déclare candidat à ce processus de sélection et s'impose, tablant sur des résultats mitigés des écologistes. Ok, donc il disait le PS, nous, pour les municipales, on va bien se conserver. Donc du coup, on pourrait aller à la primaire des écologistes, là, de Tondelier, et la gagner. Sauf qu'en fait, ils ont perdu des villes, du coup, c'est mort et Olivier Faure est fragilisé. Ok. De fait, Marine Tondelier, qui avait annoncé sa participation à la primaire avant l'élection des 15 et 22 mars, pâtit d'un bilan médiocre de son parti, qui a perdu plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Bordeaux, Besançon et Poitiers, même s'il a réussi à conserver Lyon. Et Grenoble aussi, si j'ai pas de bêtises. Et à prendre la Courneuve. Je crois que c'est la Courneuve, non. Bagnolet. Ils ont réussi à prendre Bagnolet sur la base d'une alliance de premier tour avec la France Insoumise. Donc peut-être que ça pourrait donner des idées à certains des électeurs écologistes, voire même certains des écolos directement dans le parti, de se dire vaut mieux s'allier avec LFI que le PS, non? Je sais pas. À voir. Moi, j'aimerais bien. Je pense que s'il y a un cadre unitaire autour de la France Insoumise, ça rend la France Insoumise plutôt plus forte. Vous voyez? Donc si LFI arrive à s'allier avec ELV, sachant qu'ils pèsent bien plus que ELV, pour moi, c'est juste une bonne nouvelle. Mais il faut que ça se fasse sur une ligne de rupture. De toute façon, c'est la ligne de Sandrine Rousseau. Et moi, je trouve que Sandrine Rousseau, là-dessus, elle fait le taf. Moi, je suis plutôt aligné avec elle dans le cadre de l'électoralisme et des alliances électorales et de ce cadre-là précis. Quoi. Voilà. Olivier Faure l'est également. Bon, on s'en fout, on a déjà parlé d'Olivier Faure. Ok. Mais ça parle que d'Olivier Faure, cet article sur Tondelier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, mais ça parle pas de Tondelier, en fait. Quand est-ce que ça parle de Tondelier? Moi, je voulais des trucs sur Tondelier affaibli en interne, quoi. Il y a rien, il est nul cet article. Pourtant, c'est BFM, j'aurais dû m'en douter. Ah non, voilà, ok. Sans le PS, une primaire plombée, on va juste lire ça. Mais même dans ce camp, personne ne croit plus beaucoup à la primaire, concède le président du Conseil national du PS, Luc Broussy. Il plaide cependant que le périmètre d'alliance du premier tour des municipales, PS, écologiste, PCF, Place Publique et ex-LFI, comprendre l'après et Ruffin, reste identique pour la présidentielle. Dans ce cas, la question d'une candidature écologiste va se poser, insiste une autre cadre du parti. Attends, les unionistes veulent faire une troisième candidature alors qu'il y en a déjà deux. Donc ils n'étaient pas unionistes en fait. Ils sont complètement cons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? François Ruffin a aussi indiqué qu'il se mettait en position de porter une candidature propre. Ah ouais? Je savais pas ça. Tandis qu'une autre ex-insoumise s'inquiète du retour d'un PS qui se croirait hégémonique. Je pense que c'est Clémentine Autain du coup. Chez les insoumis, un cadre se délecte. Le PS a retardé la primaire pour mieux l'enterrer. Tout à fait. Donc du coup, chez Ruffin et même chez les écologistes, se pose la question d'une candidature à part, d'une candidature propre. Hors LFI et hors PS. Mais s'ils font ça vraiment, comment c'est des cons? Comment c'est des cons s'ils font ça? Rajouter une troisième candidature? Alors qu'ils sont unionistes, ça n'a aucun sens. On voulait faire l'union de toute la gauche, du coup on va rajouter des candidatures. Le niveau de débilité et de crédibilité, s'ils font ça, ils vont s'isoler. Hein. Ils s'enterrent, eux, s'ils font ça, ils creusent leur propre tombe et ils vont s'enterrer à tout jamais. Hein. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de faire ça? À ce moment-là, il fallait pas nous casser les couilles avec l'union pendant 2 ans. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors après qu'ils aient des ambitions présidentielles, je veux bien. Mais pour moi, la position et tout le discours qu'ils ont tenu sur l'Union depuis 2 ans rendait ça impossible à faire, intenable. S'ils le font vraiment, ça craint. Du coup, c'est peut-être aussi le rôle de ceux qui veulent une union qui aurait du sens autour d'une union de rupture portée par LFI, etc. Et de dire, wesh, les unionistes, vous faites quoi là? Vous êtes sérieux?
Alors après, s'ils rajoutent des candidatures aux candidatures pour flopper et faire 1%, en vrai, on sait pas si dérangeant. Le vrai danger, ça serait qu'ils s'acoquinent avec le PS pour tenter de faire une grosse candidature hors LFI. Là, peut-être, ça aurait pu un peu fragiliser LFI ou s'ils se retrouvaient en solo. Donc fragiliser la ligne de rupture de la gauche à travers eux, encore une fois. Moi, c'est pas juste par amour gratuit pour LFI que je dis ça, c'est parce que c'est eux qui portent cette ligne de rupture. Et moi, j'aimerais bien voir cette ligne quand même portée jusqu'au second tour de la présidentielle pour une fois, quoi. Parce que je suis de gauche, tout simplement. Vous voyez. Donc je me disais, il y a un monde où voilà, si les écolos, PCF, place publique, Autain, Ruffin, machin bidule, décident de faire un espèce de nouveau NFP, où ils sont tous ensemble sauf LFI, ça aurait pu quand même un peu scinder les voix d'une certaine manière, quoi. Récupérer une forme de vote utile et faire que Mélenchon, il a pas un score de zinzin à la fin non plus, même s'il fait un bon score, vous voyez. J'avais un peu peur de ce scénario, pour moi c'était un scénario qui était un peu problématique. Mais là, il se trouve que les écolos, ils veulent pas se rallier derrière Glucksmann non plus, quoi. De la même manière, mais s'ils veulent se rallier ni derrière Glucksmann, ni derrière Mélenchon, ils vont faire quoi en fait? Bah, a priori, ils sont prêts pour certains, comme François Ruffin, ou peut-être d'autres, à faire une candidature propre. Et si c'est ça, ils signent leur arrêt de mort. Ils sont déjà un peu morts vivants, mais là, c'est finito, quoi. Ok, bah quel bordel, hein. Quel bordel cette histoire, hein. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Il y aura une candidature PS au centre, qui va aller draguer les déçus de la Macronie, ou les macronistes en déshérence, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y aura une candidature LFI, oui. Les autres, choisissez. Si vous êtes unioniste, soyez unioniste. Ou alors arrêtez de dire que vous l'êtes, c'est insupportable. Et si on est pour l'union autour d'une ligne de rupture, bah, peut-être qu'on pourrait tenter de s'en donner les moyens aussi. Mais cette union, elle doit se faire avec LFI et pas avec le PS. Voilà. Et d'ailleurs, même à LFI, c'est ce qu'ils disent, hein. Alma Dufour, elle a dit ça il y a pas longtemps à Saïra. Elle a dit: moi, je suis pour l'union, mais sans le PS. Donc à voir. À voir comment tout ça va se goupiller. Mais en tout cas, bah, fort finito et tondelier dans la mouise un peu, hein. Ok. Affaire à suivre. Si vous regardez la VOD YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, si vous êtes pour cette fameuse union autour d'une ligne de rupture qui, du coup, serait portée de fait par LFI, si ça, en tant qu'insoumis, c'est ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce que parfois, on a l'impression que les insoumis sont contre toute union. Je pense que c'est pas vrai. Donc, n'hésitez pas à le signaler en commentaire si c'est votre cas de figure. Voilà. Mais vu la hype qu'il y a autour de Sandrine Rousseau, y compris de la part de militants insoumis, je pense que cette fameuse ligne de union autour d'une ligne de rupture, d'un point de vue électoral et à l'horizon des présidentielles, il me semble que c'est assez consensuel, y compris au sein de l'électorat et des militants et sympathisants LFI, quoi. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Bisous, bisous.